Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de Simone de Beauvoir. Pour cela, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la grande écrivaine Irène Frein. Irène Frein, bienvenue à Berbère Télévision. Merci infiniment de me recevoir. Je vous en prie, nous sommes vraiment contents de vous recevoir et ça tombe bien puisque vous venez de sortir aux éditions Michel Lafon Beauvoir in Love. Donc un livre qui raconte une romance américaine de la campagne de Sartre. Comment est venue l'idée de ce livre, madame? Alors j'avais lu la correspondance de Simone de Beauvoir et de son amant américain, Nelson Algren. Oui. Et je m'étais dit, mais qui était ce type? Parce qu'on le présentait toujours ici en France comme un amant épisodique. Enfin, on disait en même temps que la liaison avait duré 14 ans et que ce n'était pas très important. Et Simone de Beauvoir elle-même, à la fin de sa vie, disait, mais non, ce n'est pas très important, ça n'a pas beaucoup compté sur moi. Moyenne en quoi? J'étais très intriguée parce qu'elle s'était fait incinérer avec l'anneau que lui a donné cet écrivain américain. Voilà, à la fin de la première nuit d'amour, le 10 mai 47. Donc moi, en tant que femme, je me suis dit, si des années plus tard, je demande expressément de me faire, d'aller dans la tombe avec un anneau m'a donné un homme 40 ans plus tôt, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose de capital. Tout à fait. Et vous dites dans le livre qu'elle n'a jamais enlevé cet anneau d'ailleurs. Jamais. Depuis le premier jour. Depuis le premier jour. Et elle a même une lettre où elle dit quelque chose de très beau. Elle se baigne dans la Méditerranée. Je crois que c'est au large de la Corse. Et elle dit toutes les poussières de la vie commencent à être incrustées. Et puis à un autre moment, elle dit, alors même qu'ils ont rompu dans les années 50, elle écrit je veux être enterrée avec cet anneau. Donc ils avaient rompu, donc ça comptait énormément. Et je me dis, mais qui est ce type? On dit que c'était un petit toutou, qu'il était fou d'elle, mais qu'en fait il n'était pas très intéressant, que c'était un loser, un perdant. Et je me suis dit, non, mais dans une histoire d'amour, c'est 50-50 comme on dit. Hein. Il faut être deux pour danser le tango. Tout à fait, bien sûr. Et puis la parité, ça ne fonctionne pas simplement les femmes par rapport aux hommes, c'est aussi les hommes par rapport aux femmes. Tout à fait. Et votre livre commence par un rêve. Donc c'est Simone de Beauvoir qui a un rêve lancinant. Donc il lui arrive quelque chose. Qu'est-ce qui va lui arriver? Alors oui, je suis partie de là parce que donc j'avais comme document, entre autres documents, on pourra peut-être revenir là-dessus, bien sûr, les lettres qu'elle écrivait à Sartre. Donc ces documents sont incontestables puisqu'ils ont été écrits tous les jours. Elle lui écrivait tous les jours à ce moment-là, au fil de la plume. Et tous les jours, elle dit, écoutez, c'est bizarre, je fais un rêve, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, son inconscient avait sans doute savait que comme elle se trouvait aux États-Unis, il faut voir qu'on est en 47. Tout à fait, elle arrive au mois de janvier 1947 voilà, à New York. Et elle arrive de la France de l'après-guerre. Sans doute certains de vos téléspectateurs se souviennent ou ont entendu dire quel était l'état de la France. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de tissu, etc., etc. Et c'est vraiment les tickets de rationnement, manque de viande. Elle arrive dans le monde de l'opulence et brusquement, il se produit aussi une désinhibition parce que on peut dire la vérité, entre Sartre et elle, physiquement, c'était fini depuis 12 ans. Voilà. Elle avait un amant, mais ça fonctionnait plutôt mal. Et donc, c'est une femme à bout de désir, de frustration, on va dire aussi de malheur, puisque Sartre a, entre autres maîtresses, parce qu'il y en a plusieurs, il est assez polygame. Sartre s'amourache d'une Américaine, c'est ça? Il s'est amouraché d'une Américaine, mais cette Américaine franco-américaine, d'origine éthiopienne, semble-t-il, très envoûtante, de petite taille, extrêmement jolie. Vous voyez, c'était important qu'elle soit de petite taille parce que lui n'était pas grand du tout. Et elle a vraiment un impact, elle l'a envoûté. Et par ailleurs, elle a fait quelque chose de formidable pour lui, c'est qu'elle connaissait
tous les grands médias américains de l'époque. Et elle a mis ces médias au service de Sartre lors de son premier Elle l'a fait voyage. connaître un petit peu. Elle l'a fait connaître dans le monde entier. En lui donnant l'Amérique, elle a donné à Sartre le monde. C'est-à-dire que Sartre, il a eu l'intelligence de comprendre les médias modernes qui venaient de naître aux États-Unis. Et cette femme lui a donné ça. Donc après tout, il se dit, Simone, bon, déjà, ça ne marche plus avec elle depuis un certain temps. Et Simone arrive, elle est jalouse, Complètement jalouse. Complètement elle est jalouse. Même malade, vous malade écrivez, de jalousie. Oui. Et je la comprends de l'intérieur. Sartre lui ment, il lui dit pas tout. On sait comment ça se passe. Bien dans sûr, la jalousie, c'est universel. Et donc, l'Amérique, ce voyage en Amérique est une forme de consolation peut-être. Elle part faire des conférences, c'est ça? Alors, pour être tranquille avec sa maîtresse, parce qu'il a fait venir l'américaine en France. Sartre l'a éloigné Simone en Amérique. Voilà, il lui dit donc tu peux partir en Amérique. Voilà, mais elle n'est pas dupe et en même temps, elle a un choc avec l'Amérique et il faut voir que l'Amérique, c'est l'ultra-modernité à l'époque. Et c'est aussi l'ultra-modernité du point de vue, de certains égards de la libération des femmes. C'est-à-dire que le planning familial a commencé, que les Américaines parlent plus ouvertement de problèmes de l'intimité, des rapports hommes-femmes. Et donc, Simone a 39 ans, c'est une femme ardente. Et le désir qui couve en elle s'exprime déjà à travers ce rêve. C'est-à-dire qu'elle, de façon prémonitoire, son inconscient l'avertit qu'elle va se... elle va, comme on dit maintenant, se lâcher. Ce prolongement de ce qu'elle pense, peut-être, ce rêve? Alors, moi, je ne crois pas qu'elle pense grand-chose. Je pense que c'est une femme, comme on dirait à notre époque, coincée. D'accord. Mais vous savez, les rêves nous avertissent de choses qui vont se passer dans nos vies. Tout à fait. Et sans comprendre le rêve, d'ailleurs, elle attend que Sartre lui explique ce rêve, et Sartre ne lui explique pas, lui, il a trop à faire avec sa maîtresse. Et en fait, cette femme d'un tempérament de feu, qui ne s'est pas révélée, qui sait, comment vous dire, qui sait que la sensualité, c'est très important, mais elle n'est pas révélée, sa sensualité. Le premier homme qui lui révélera ça, ça peut être celui dont elle tombera éperdument amoureuse. Et là aussi, c'est l'humanité. Hein. C'est comme ça que fonctionnent les hommes et les femmes. On le sait, c'est la vie, comme on dit en français. Tout à fait. Et pourtant, en allant en Amérique, elle a quand même des appréhensions. Elle dira en Amérique, l'Amérique est le berceau du capitalisme. Alors, c'est une femme qui, si vous voulez, elle est coupée en deux. C'est-à-dire qu'il y a son cerveau qui fait des analyses tout à fait à l'époque marxiste de la société. De gauche, oui. De gauche, c'est une femme de gauche. Elle est aussi, notons-le, très anticolonialiste. Hein. N'oublions pas qu'elle a joué un rôle extraordinairement important, notamment pour la libération de l'Algérie. Nous connaissons son rôle avec Sartre dans l'affaire Jamila Boubacha, l'affaire aussi de, vous savez, ces 5 femmes qui avaient été internées à la Roquette. On connaît bien cette histoire. Elle a, avec Francis Janson, le réseau Janson. Et Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi. Donc elle a été très très impliquée. Mais déjà à cette époque-là, elle était anticolonialiste. Mais en même temps, c'est un peu cérébral à l'époque. Et quand elle va rencontrer cet homme à Chicago, lui, il va lui montrer, que c'est pas simplement dans la tête. Il faut voir la littérature, c'est la vie aussi. Il faut voir la misère de près. Et il y a la misère en Amérique, et il va lui montrer, que la misère, ça a une odeur, que la misère, c'est des gens de chair et de sang. Tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Donc c'est cet écrivain américain, Nelson Algren, qui lui montre tout ça, qui l'amène donc dans les bas-fonds de Chicago. Oui. Et alors, il est important, si vous le souhaitez, que je vous dise qui est ce type. Bien sûr, voilà. Moi, j'appelle ce type, parce qu'en anglais, on dit « Who's that guy ?» Mais je dis à l'américaine, parce qu'à Chicago, il y a cette familiarité avec les gens. Alors, Chicago, c'est une ville si vous voulez, qui est à l'époque très liée à des choses assez brutales. C'est d'abord l'acier, c'est une ville d'acier. C'est une ville de bois, parce que c'est toutes les forêts qu'on a abattues. C'est une ville violente aussi. C'est une ville violente, la pègre. La pègre. Al Capone, il a été désactivé une dizaine d'années
plutôt, mais la police est toujours corrompue, enfin il y a toujours des bandes, etc. C'est une ville de viande, il y a les abattoirs à l'époque. Et vous voyez, il faut imaginer que c'est une ville faite d'hommes forts, assez machos, mais qui ont un rapport frontal avec les éléments. Les éléments sont violents, les étés sont torrides, les hivers sont très froids. C'est vraiment, et les femmes aussi ont des tempéraments. Vous voyez, c'est des gens très solides qui sont à Chicago. Et dans cette Nelson, il est de ce monde-là. Et il vient d'un milieu ouvrier, des ouvriers de l'automobile, et sa sœur lui a fait faire des études de journalisme, et malheureusement pour lui, alors qu'il commençait à en sortir, de grimper dans la société, un journaliste comme vous l'avez été, la grande crise arrive, la dépression, le pauvre gars, il se retrouve sur les routes dans la crise de 29, avec les clochards, les pauvres gars, il va vers le sud, et là, un jour, pour survivre, après avoir fait du porte-à-porte, dormi dehors, voyagé sur le toit des trains de marchandises. Il vole une machine à écrire dans une école abandonnée depuis 2 ans pour pouvoir écrire un roman ou des articles. Et pourtant, il va écrire des romans, il va écrire même des textes qui resteront. Absolument, mais c'est important qu'il ait volé parce qu'il a été pris, il a fait de la tôle avec les pires malfrats de l'Amérique, du Texas, etc. Donc à ce moment-là, il a eu un choc terrible. Il a découvert la misère humaine du bas-fond du bas-fond. Donc quand Simone vient à Chicago et qu'elle lui dit, avec un peu snob, on peut dire, arrivant du café de Flore, il dit, je voudrais connaître les bas-fonds. Ah, vous voulez connaître les bas-fonds? Eh bien, on va y aller. Et ils sont au cœur de Chicago. C'est 15 000 migrants qui sont des anciens des saisonniers qui viennent là pour aider quand il y a des chantiers, et puis qui se retrouvent dans la spirale infernale, à ne pas pouvoir reprendre le train pour aller chez eux, et ils sombrent très vite dans l'alcool. Alors il y a des prostituées, il y a des escrocs, il y a des... et brutalement... Et c'est tout un monde que vous décrivez dans le livre aussi. Elle a la collision avec Nelson, qui est un très bel homme, en même temps qu'elle a la collision avec la misère humaine. Vous décrivez d'ailleurs une femme, une serveuse de bar, qui connaît l'œuvre de Sartre. Alors ça, c'est extraordinaire. Et Nelson vient se renseigner sur l'œuvre de Sartre grâce à cette femme, serveuse de bar. Parce que Nelson avait commencé à se faire connaître à l'époque, et on avait dit que son livre, Le désert du néon, était une œuvre existentialiste. Mais lui, il ne savait pas ce que ça voulait dire, existentialiste. Et il savait qu'il y avait cette serveuse de bar au plein milieu des bas-fonds, qui, pour s'en sortir, achetait des livres et était au courant de l'existentialisme. Alors elle avait... C'était même sa passion, elle était au courant de tout, Sartre pratiquement. et Malraux. Voilà. Et lui est allé lui dire à cette fille, vous voyez la tenancière du bar oxygéné, qu'on peut imaginer avec des vêtements collants, un petit peu, pardon pour le mot, mais un petit peu... Excusez-moi du mot, un petit peu pouf sur les bords. Et cette fille qui était à l'alcool lui dit, ah bah oui, Sartre, je connais bien, Malraux aussi, existentialiste, bah c'est tout ce qu'il y a de plus important en France et bientôt dans le monde. Et alors, il était tout fier. Mais quand Simone de Beauvoir est arrivée chez lui, enfin l'a appelé pour faire la visite des bas-fonds, il ne savait pas qui était Beauvoir. Même pas, il ne le savait même pas. Ah non, il ne savait pas. Et sur le moment, quand il a... Alors elle était très bien traitée, elle était dans un hôtel de luxe, que j'ai visité, mais super luxueux. Elle l'appelle, il raccroche 3 fois, il finit par venir, mais il a très peur parce que comme il est un ancien communiste, voilà, il est encore surveillé par le FBI et se dit, sûr. est-ce que cette femme n'est pas un agent du FBI? Voilà. Il hésite, puis finalement il y va. Et il se voit. C'est le choc. C'est le choc. Ça, c'est le premier choc. Oui, c'est le premier choc. Un choc, mais coup de foudre, quoi. Ce qui peut arriver à des hommes et des femmes, ça arrive dans le monde entier, un peu tous les jours, et ça ne s'explique pas. Tout à fait. Mais Simone de Beauvoir va rentrer en France. Alors, elle rentre en France parce Juste après ce choc. Mais oui, parce que Sartre, c'est sa carrière. Parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore très connue, Beauvoir. Oui. Et donc... elle avait fait une alliance avec Sartre, à la demande de Sartre,
Et lui, Sartre, il a besoin d'elle d'abord pour s'occuper des temps modernes, la revue des temps modernes. Et puis, elle est un grand stimulant intellectuel pour lui parce que c'est la seule femme qui soit son niveau intellectuel. D'accord. Et à l'époque, il n'y a pas beaucoup de femmes d'un haut niveau intellectuel. Donc, ils ont des parties de ping-pong intellectuelles et il a besoin d'elle. Et elle est aussi une femme qui l'écoute quand il n'arrive plus à se démêler de ses histoires de femmes. Oui, et il y a un rapport, on peut le dire, assez malsain, un peu pervers. Et elle va rentrer parce qu'elle a besoin de Sartre pour sa carrière. Donc on peut vous dire aussi que c'est la première femme française qui, à très haut niveau, a été confrontée à un conflit entre est-ce que je choisis mon amour ou est-ce que je choisis mon métier. Et pourtant, elle a déjà choisi la littérature parce qu'elle a été professeure. Elle a quitté son métier. Voilà, elle a choisi la littérature, c'est très dur. À l'époque, il faut voir aussi que elle est entretenue, dans le bon sens du terme, par Sartre, puisqu'elle n'a pas d'argent de droit d'auteur. Elle gagne quasiment rien. Donc c'est lui qui en a, qui lui donne des billets tous les mois. Et elle fait l'expérience de la dépendance matérielle. Et par rapport, en fait, c'est son patron, hein. Et en même temps, bon, bah, ils ont été amants, ils ne sont plus, elle est effroyablement jalouse, elle se dit qu'est-ce que je vais devenir? Et pas de l'autre côté en Amérique, il y a cet homme qui lui a fait découvrir un autre monde intellectuellement stimulant aussi, puis qui lui a fait découvrir l'épanouissement sensuel. Tout à fait. Et Sartre l'appelle le castor. Enfin, oui. D'où vient ce nom, le castor? Alors, semble-t-il, c'est pas Sartre qui l'a inventé. Non, c'est René Maheu, qui a été un grand directeur de l'UNESCO, qu'elle avait connu, et c'était une bande d'étudiants à la Sorbonne, et ils l'ont appelé, c'est un jeu de mots parce qu'en anglais, beaver, donc Beauvoir, veut dire castor. Ce qu'elle ignorait, ce qu'ils ignoraient tous à l'époque, c'est que le mot en argot américain a un sens par rapport aux femmes que nous ne dirons pas. D'accord, on ne va pas le dire. Okay. Ah. Et puis, donc, Nelson Algren va venir aussi à Paris. Oui. Alors, il va venir en 1949. Donc, en fait, à ce moment-là, il sait déjà que ça va être très difficile de poursuivre la relation, mais il veut se donner une dernière chance. Et Simone voudrait qu'il s'installe à Paris. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle pourrait tout concilier, l'amour et le métier. Donc elle achète, elle loue, je crois, un studio qui était loué avant par Mouloudji. Mouloudji qui est d'origine kabyle. Hein, voilà, elle le loue, c'est rue de la Bûcherie, à l'emplacement maintenant c'est l'hôtel Colbert. Et je suis allée le visiter, j'ai vu la vue qu'ils avaient. Et donc, à l'époque, c'était un quartier complètement d'immigrés. C'est-à-dire que toute la communauté algérienne d'immigrés était dans ce quartier. Et alors, Nelson, j'ai trouvé des articles de lui. Jusqu'à sa mort, il a parlé de ce quartier. Et alors, il dit que c'était au milieu de cafés, justement, kabyles, berbères, algériens, et qu'il y avait la musique arabo-andalouse jusqu'à très tard le soir. Et il a pris le goût au couscous. Et alors, il copinait. Parce que c'était un type, vous l'avez compris, qui était à tu à toi avec tout le monde, où qu'il aille. Hein, il y avait une proximité avec les plus démunis, avec les plus faibles. Voilà, et dans le monde entier, il était comme ça, à tu et à toi, dans son mauvais anglais, il arrivait à discuter avec tous ces gens-là. Et alors, il avait une passion, mais alors incroyable pour le couscous. Il était fou du couscous et il disait à Simone, comme Simone ne faisait pas la cuisine, allez, on va manger un couscous en bas. Et alors, il y avait aussi des petits épiciers. Donc, il avait appris assez de français basique pour pouvoir communiquer avec ces Algériens. Et puis, les gars lui préparaient de la tambouille qui montait au 5e étage parce que Simone, bien entendu, n'avait pas fait. Et c'était les Algériens qui faisaient la tambouille pour les deux amants. C'est une belle histoire hein, qu'on ne connaît pas beaucoup. Et puis, donc, Simone de Beauvoir, à son tour, va devenir célèbre. Elle va écrire... Donc, cette année-là, à ce moment-là, quand il vient.
C'est à ce moment-là que À sort ce le moment-là, deuxième sexe? exactement. C'est-à-dire que toutes ces histoires que je viens de vous raconter se déroulent pratiquement en même exactement. temps. Et alors, ils sont, justement, c'est très important ce que vous relevez là, parce que dès qu'ils sortent de ce petit quartier algérien, Simone, qui a écrit le deuxième sexe, est agressée dans la rue par les bourgeois qui la traitent de nymphomane, de tous les noms, parce que c'est une femme qui a défendu la liberté des femmes et aussi elle a parlé de la sexualité. Donc à l'époque, en 1949, en France, c'était pas évident encore. C'était pas évident. Et alors que fait Nelson? Lui, il a fait de la boxe, il est super musclé, donc il se met comme ça, il dit tu et quelquefois il a fait le coup de poing pour la défendre. Pour la et défendre, alors bien sûr. après, la vie est devenue tellement invivable, ils sont partis faire un tour en Italie, en Tunisie, en Algérie et au Maroc pendant 3 mois. Pendant 3 mois, ils ont bourlingué ensemble. Et alors pour Nelson, la vie dans le Maghreb, évidemment, ça a été aussi un moment magique. C'était des vacances. Mais au milieu de tout ça, il a appris que son livre était en train de triompher. Et puis, en fait, ça l'a plus du tout avec Simone. C'est-à-dire qu'en fait, les paysages du Maghreb, la plage, le désert et tout ça, le soleil, le côté orientalisant, un peu, on va dire, exotique. Tout à fait, parce qu'il faut voir que les faisaient écran. Et donc, ils reviennent en France tous les deux et Nelson repart en Amérique, c'est ça? Oui. Il repart et il sait que c'est fichu. Il sait que c'est fichu parce que, en fait, d'abord, la famille sartrienne s'est pas très bien comportée avec lui. C'est-à-dire qu'il le considérait comme un Américain vous savez, une caricature un peu d'Américain. Le beau gars, les grands enfants, on disait les Américains sont de grands enfants. Il disait ah oui, mais bon. Pourtant, idéologiquement, ils sont un peu proches. Vous racontez dans le livre que Sartre lui pose des questions et que Nelson dit par exemple que les Chinois sont l'espoir de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent sur des choses fondamentales qui sont l'anticolonialisme. C'est pas évident chez un Américain de l'époque. Tout à fait. C'était énorme de dire des choses comme ça. Donc, ils ont une communauté de pensée, mais Nelson est un type affectif. Il y a le cœur. Et il les trouve trop cérébraux. Et il trouve que c'est des intellos qui ne sont pas en contact avec les réalités humaines. Ils sont un peu loin de la réalité de chaque jour. Oui, absolument. Et en tout cas, les plus pauvres. Voilà, Nelson, si vous voulez, quand il allait partout au monde, j'ai bien étudié sa vie dans les archives et à Chicago et trouvé des témoins. Il allait vraiment voir les quartiers difficiles, et il avait un contact facile avec les gens. Et la misère humaine, il savait ce que c'était. Il connaissait, quoi. Et quand il en parlait, il la mettait en mots. Il pouvait faire de l'intellectualisme, mais aussi. Mais pour lui, c'était la chair et le sang. La souffrance, c'était pas là. La souffrance, c'était aussi là. C'était d'abord là, dans le cœur. La vie. Il meurt en 1981, c'est ça? 81. 81, et il est même passé par une période de dépression. Très grave, très grave. Où il écoutait en boucle une chanson qu'il avait beaucoup écoutée avec Simone, qui a été traduite en français sous Le Pénitencier, donc par Johnny Hallyday. Donc si vous voulez vous faire une idée de la mélodie, il faut penser au Pénitencier. La chanson. Et il s'est jamais remis de cette histoire, Simone non plus. Et il meurt, c'est très étonnant, la veille du 34e anniversaire de la première nuit d'amour, après avoir piqué une énorme colère contre Simone devant un journaliste. Et à la veille, juste à la veille de cet anniversaire. De Simone, et puis aussi d'une reconnaissance énorme, parce qu'il avait été nommé dans ce qui est l'équivalent de l'Académie française. Et d'une certaine façon, ils se sont aimés jusqu'au bout, quoi. Parce que même s'il a piqué cette colère en vitupérant contre elle, vous savez bien, quand on pique une colère, c'est qu'on aime. Tout à fait. À 73 ans, il était On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Irène Frein qui vient de publier, je le rappelle, aux éditions Michel Lafon, Beauvoir in Love, un livre
à lire à tout prix. Et donc, nous disions que ce fut effectivement une grande passion pour l'écrivain américain Nelson Algren et pour Simone de Beauvoir, même si à la fin, il y a eu ce qu'il y a eu. Peut-être que c'est le sort de toutes les grandes passions. Sûrement, surtout quand il y a eu coup de foudre. Est-ce qu'on résiste longtemps à, à ce château amoureux fantasmagorique qu'on se construit dans la tête? Peut-être qu'un amour qui est construit au jour le jour, beaucoup plus lentement et beaucoup plus résistant. Peut-être, On mais ne sait pas. Il n'y a pas de règles, je crois, dans ce domaine. Il n'y a pas de règles. Madame Irène Frein, vous avez écrit énormément de livres, plus d'une trentaine, vous avez un parcours impressionnant. Et donc, si vous voulez bien, on va faire un peu quelques haltes dans votre parcours. Vous commencez à écrire, donc je crois en 1979, quelque chose comme ça. Oui. Et vous êtes bretonne, vous venez, vous êtes née à Lorient. Vous commencez par écrire Quand les Bretons peuplaient les mers. Oui. C'était quoi ce livre? Alors, c'était un livre sur la vocation maritime des Bretons. Entre le 15e et le 18e siècle, nous autres Bretons, nous avons eu un âge d'or. Et en même temps, c'était une époque où on était indépendants quasiment. Et donc, nous avions notre langue. Et nous avions une expansion maritime très importante dans tous les ports d'Europe. On commerçait les toiles, le chanvre, etc. Et en même temps, on avait toujours nos identifiants culturels. Et c'est l'âge d'or de la Bretagne. Et il y a eu beaucoup d'expansion également dans d'autres pays, mais avec une spécificité bretonne, c'est que les Bretons n'étaient pas colonialistes. Tout à fait. Ils essayaient de comprendre la culture et de créer des liens. D'abord, les liens économiques impliquant des liens culturels. Des liens d'abord avec les autres peuples celtes ou bien tous les autres peuples? Écoutez, en Inde, par exemple, c'était beaucoup de Bretons qui sont allés en Inde. Et en fait, le héros de mon roman qui est venu juste après, le Nabab, René Madec, qui a eu beaucoup de succès, qui est sorti donc en 1982 aux éditions Lattès, c'est ça? Voilà, qu'on peut trouver dans le livre de poche. Ce gars-là, qui était un pauvre gars de la campagne française et qui était bretonnant, qui ne parlait pas le français au départ, qui s'était engagé comme mousse, c'est-à-dire la pire des conditions pour la Compagnie des Indes. Il avait vu triompher Duplex, vous savez, il avait été nommé Nabab, il avait dit moi je vais le faire. Moi aussi. C'est un peu comme les Américains, l'autre l'a fait, je vais le faire. Et il y a réussi, mais c'était complètement fondu dans la culture indienne, au point qu'il avait épousé une indienne. Et il y avait à l'époque quelques Indiens qui étaient catholiques, parce que la religion, mais il avait appris plein de langues de l'Inde, il connaissait très bien, il était en pays musulman, indien, il s'était complètement fondu dans cette culture qui était... Donc il avait le respect des autres cultures. Totalement. Et ça, c'est très différent des Anglais. Parce que les Anglais, ils songeaient d'abord à oppresser. C'est ce qu'ils ont fait en Inde. D'ailleurs. Et puis, ils ne s'imprégnaient pas de la culture de l'autre, absolument. En général. Il ne s'imprégnaient pas du tout. Et il est revenu, vous voyez, quand il a dû quitter, parce que l'Inde est rentrée en chaos, il est rentré à Quimper, en Bretagne, avec cette femme en sari, avec lui. Et elle s'appelait Begum, ce qui est un mot qui était complètement des princes musulmans, si vous voulez. Et lui, on l'appelait le Nabab, donc Nawab, c'était un titre musulman. Vous savez, quand les envahisseurs musulmans étaient arrivés dans le nord de l'Inde, les grands empereurs musulmans comme Akbar, etc. Et il avait complètement intégré cet ADN-là. C'est très étonnant. Et vous avez un rapport exceptionnel avec l'Inde. Vous connaissez très bien ce pays. Vous avez écrit beaucoup de choses sur l'Inde. Oui. D'où vient cette passion? Je suis née. L'Orient avait été fondé par Colbert pour commercer avec les Indes en 1666. Vous voyez, c'est toujours deux ans après la bière Kronenbourg. Je me rappelle comme ça. Et avant, il n'y avait rien dans ma ville. Et donc, c'était uniquement pour faire des bateaux pour aller dans ce qu'on appelait les Indes au pluriel. Et en fait, la ville n'avait pas de nom. Et la ville a reçu un nom qui s'appelle l'Orient,
du nom d'un bateau. Donc l'Orient, c'est avec une apostrophe. Oui, imaginez comme l'Orient. Voilà, la petite fille que je suis, qui naît dans une ville complètement détruite par la Deuxième Guerre mondiale, et où les seules choses qui expliquent la fondation, qui sont anciennes et qui donnent un peu de sens, au milieu des blocos, des ruines, la base sous-marine, tous les souvenirs des gens avant la guerre, après la guerre, pendant la guerre. Ma mère avait été réfugiée de guerre, mon père 5 ans sous la botte nazie en Allemagne. Super dur quand même, à moitié détruit par la guerre. La petite qui est là, qui grandit, on l'emmène quai des Indes et on lui raconte cette histoire. Alors moi j'ai commencé à rêver et du coup j'ai été, si j'ose dire, orientée. Donc moi j'ai toujours regardé de l'autre côté du soleil, vous voyez. C'est très bien, mais avant d'écrire, vous étiez professeur, vous aussi, comme Simone de Beauvoir. Voilà, parce que moi je viens d'un milieu très simple. Mon père était un pauvre gars de la campagne au départ, un pauvre, il parlait pas le français, il avait été à peine à l'école, et il m'a dit qu'il a appris le français quand il est arrivé à Lorient, il venait des terres, comme on dit chez nous, avec l'argent de sa première paye, il a acheté une grammaire et m'a-t-il dit, j'ai appris le français avec ma grammaire en écoutant les gens. C'est-à-dire que le français, c'était la langue du dimanche. Et donc ce gars, il a monté, il a été ouvrier après-guerre, il a pu devenir professeur dans la FPA, la formation et des adultes. Et alors, il a appris à des tas de gens qui venaient des anciennes colonies françaises, enfin des colonies. Il apprenait des métiers comme maçonnerie, etc. Ce qui fait d'ailleurs qu'il avait eu beaucoup d'élèves qui venaient à l'époque, on les appelait justement les Nord-Africains en France. Il les formait, leur donnait un métier. Moi, petite, je me souviens que ces anciens élèves, il lui envoyait des colis avec de l'huile d'olive dedans. Et il disait c'était. Il lui donnait des cadeaux. Voilà, il donnait des cadeaux. Et si vous voulez imaginer dans un petit milieu simple comme ça, mais digne, et on avait appris à la force du poignet, il fallait devenir professeur parce que c'était, en breton on disait barazour, tu auras le pain sûr. Ah d'accord, c'était barazour. Et avoir d'une fille institutrice, avoir une fille professeure, sa vie était faite. Et en plus, elle pourrait se marier convenablement. Mais même, disaient mes parents, si le mari te quitte, si tu dois divorcer, tu auras toujours un métier pour être indépendante. Voilà, tu seras toujours autonome. Voilà. Et c'était pour ça, et moi j'ai cru aux études, et j'ai cru aux livres, j'ai cru au diplôme, et j'ai été l'une des plus jeunes agrégées de France. Oui, vous avez enseigné au départ en Bretagne ou bien vous avez à Paris, tout de suite à Paris. Ah d'accord. À Paris parce que j'étais déjà mariée et que j'avais épousé un Parisien. J'ai enseigné à la fois dans des lycées et également en Sorbonne, notamment le latin parce que je connaissais bien la culture latine. D'accord. Et donc, tout en enseignant, vous avez commencé à écrire. C'est ça. Vous avez fait J'ai fait les deux. Maintenant, vous êtes aussi journaliste. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Au bout de 15 ans, j'ai été repérée par le patron d'un très grand journal français qui s'appelle Paris Match. Oui. Et en fait, il a eu un raisonnement sur moi assez... C'était, je vais le dire gentiment, sans vanité, mais vous savez que Pompidou avait été recruté par De Gaulle pour faire des discours, il cherchait agréger sachant écrire. Moi, il m'avait cherché Roger Théron, qui est un grand patron de presse, Paris Match. Il voulait une agrégée qui ait assez du sens du grand public pour écrire dans le journal. Et donc, j'ai fait une carrière à Paris Match et j'y suis toujours. Et vous êtes toujours, et c'est très bien. Et je rappelle que Paris Match avait publié, vous l'écrivez dans Beauvoir in Love, des extraits du livre Le Deuxième Sexe. Ça a été le seul journal à défendre Simone de Beauvoir en 1949. Toute la presse française s'est élevée à ce moment-là. Exactement, et Paris Match, qui venait de naître, a défendu dans 2 numéros, mais d'énormes extraits, a été le seul à défendre le deuxième sexe et à lancer le deuxième sexe en 1949. C'était courageux, c'était un jeune journal, il y avait quelques mois. C'était pas évident aussi. C'était pas évident, non. Vu le contenu du livre qui est devenu un best-seller par la suite, un classique, tout à fait. Tout comme les Mandarins, qui a eu le prix Goncourt en 1954. Voilà, et je pense que le deuxième sexe continue. Il est connu dans le monde entier parce que vous avez les fondamentaux dans le deuxième sexe, toujours, même si le livre par certains égards a vieilli, de la réflexion sur la condition des femmes. Mais entendons-nous bien, parce que ce qui était très intéressant à la fin du livre, c'est qu'elle n'appelait pas
les femmes à une révolte en disant c'est nous qui allons remettre de l'ordre dans le monde et elle disait à parité les hommes et les femmes peuvent reconstruire le monde et elle appelait construire ensemble. Ensemble. Et je le rappelle parce que ça me paraît de plus en plus important de le dire. Ça montre la dimension humaine de Simone de Beauvoir et c'est très important pour la culture et la civilisation que les hommes respectent les femmes et vice-versa. Et vice-versa. Et on est là on est des humains, on est là on fait des enfants ensemble. C'est bien que vous aussi. le disiez parce que vous-même, vous êtes proche de ce combat, vous êtes voilà, engagé sur plusieurs sujets, y compris celui de la parité, de la parité, du respect des femmes, bien sûr contre les violences faites aux femmes. Je veux dire, j'ai consacré 3 ans de ma vie à une femme indienne qui avait été violée par tout un village qui s'appelait Devi. J'ai fait un livre qui s'appelait Devi. Vous l'avez écrit, qui est sorti en 1992 chez Fayard et Claude Lattès, je crois. Voilà, on le retrouve également pour vos lecteurs en livre de poche. La plupart de mes livres sont en poche. Et si vous voulez, je crois que nous, les humains, nous avons, quel que soit notre sexe, il faut que nous fassions des actions où nous nous respectons nous-mêmes. Je veux dire que, par exemple, bien sûr, c'est souvent dans ce sens-là que ça joue, puisque les femmes n'ont pas la force musculaire, mais quand une femme est violée, l'homme ne se respecte pas. Quand un homme bat une femme, c'est lui qui ne respecte pas comme humain. Donc, l'idée, c'est, par exemple, de faire comprendre ça dans la maison aux petits garçons. Oui, tu as la force musculaire, mais tu dois respecter ta sœur, tu dois respecter ta cousine, tu dois respecter ta petite copine, parce que tu t'abaisses quand tu fais ça. C'est beaucoup mieux de raisonner, de discuter. Bon, tu peux pas avoir cette femme. Bah écoute, tu peux pas la voir. L'homme a plus de force quand il respecte la femme. Tu peux pas la voir, tu peux en avoir une autre, mais il vaut mieux. Tu peux séduire une autre fille, peut-être que cette fille qui te dit non, vous vous entendrez pas, donc il vaut mieux peut-être que tu t'entendes avec. Moi, je suis dans les valeurs d'échange, de dialogue et de paix, et je pense que il faut les exprimer avec amour, douceur et tendresse. Et persuasion, pour qu'elle soit partagée par les hommes. Tout à fait. Et vous avez aussi ce respect de la nature. Hein. Vous avez écrit donc la forêt des 29, qui est sorti donc, chez Lafon en 2011. Et c'est quoi ce livre? C'est une histoire qui m'a passionnée parce c'est un jeune homme dans le nord de l'Inde. Il y a une catastrophe écologique, on appelle ça écologique, c'est-à-dire une sécheresse épouvantable dans le désert. Et non seulement il s'aperçoit, et donc à ce moment-là, il y a des violences intercommunautaires très, très fortes entre les musulmans et les hindous, comme il y en a d'ailleurs actuellement. Il y en a malheureusement jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Et il va dire, on arrête tout ça. D'abord, il faut qu'on respecte la nature. On va décider que le seul Dieu, c'est la nature. Un Dieu invisible, et il reprend ça à l'islam. Il reprend des principes du Coran, de paix, de respect de la nature, de respect des autres humains. Il reprend aussi des vieux principes du bouddhisme, par exemple le respect des animaux. Il va faire une synthèse entre ce qu'il y a de meilleur dans l'hindouisme, ce qu'il y a de meilleur dans l'islam, et il va essayer de créer une société avec 29 principes qui va être une société il dit que la violence entre les hommes, elle va avec la violence avec la nature. C'est tout à fait vrai, et c'est une histoire véridique. Totalement vrai. Alors, elle se passe vers quelle année, vers quel siècle? On va dire 1485, 1538 pour la vie de ce prophète, parce qu'on l'appelle prophète. Oui, on peut l'appeler Moi, ils l'appellent eux prophète. Eux l'appellent prophète, bien sûr. C'est stupéfiant. Mais bien sûr, c'est un prophète. C'est très visionnaire. Hein, c'est une vision qui peut rester valable aujourd'hui aussi. Tout à fait. Et puis, ça s'est maintenu. Ils sont 800 000. Et ils sont considérés comme la plus vieille société, je dirais plutôt éco-citoyenne,
au monde. C'est-à-dire, ils ont un principe de chacun doit planter un arbre, on doit donner 1/10 de ses récoltes aux animaux, on doit construire des réservoirs pour l'eau, on doit protéger les femmes parce que la santé des femmes, parce que la société ne va pas marcher si les femmes ne sont pas protégées. Donc, ils inventent, tenez-vous bien, le congé de maternité en 1485. C'est extraordinaire. Donc, si on ne s'entend plus dans le couple, ben, on peut se séparer, mais l'essentiel, c'est de ne pas mentir. Si on veut un autre homme ou une autre femme, ben, on le dit, on se sépare. Voilà. On doit aussi faire la paix en soi tous les matins. Par une petite méditation. Méditation. Vous voyez, il y a des tas de... Alors, ces 29 principes ont permis un équilibre qui perdure encore dans ces sociétés. La méditation existe aussi dans l'islam soufi. Hein, c'est très influencé, à mon avis, par l'islam soufi. C'est l'islam très soufi qu'il est intéressant de réhabiliter aujourd'hui avec tous les conflits qu'il y a dans le monde. Absolument, et notamment par un grand prophète musulman, enfin je ne sais pas si on dit prophète. On ne dit pas prophète, dans l'islam il y a un seul prophète. Pardonnez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais là-bas en Inde ils disent un prophète, oui, donc j'ai fait cette erreur, excusez-moi, qui s'appelle Kabir. D'accord. Du XVe siècle. C'est un penseur. Un penseur soufi. Penseur, peut-être un saint, oui. Un saint. Oui. Exactement un saint qui avait repris justement lui-même des principes soufis et puis cette volonté éco-citoyenne parce que la catastrophe écologique elle était pour tout le monde et la famine elle était pour tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Et donc toujours nous restant dans l'Inde, vous avez écrit aussi Quai des Indes. C'est sorti chez Fayard en 92. Oui, on peut le trouver à la fin de Davy dans le livre de poche. On le trouve aussi à la fin de Davy. Et c'est quoi ce Quai des Indes? J'explique mon rapport à l'Inde. Je raconte comment la petite Bretonne que je suis s'est retrouvée à enquêter notamment sur cette femme bandit au cœur de l'Inde, la plus sauvage, au milieu d'une vallée infestée de bandits à l'époque. Et quelquefois au milieu de certains dangers parce que l'Inde, ça peut être dans les campagnes extrêmement dangereux et violent. Et à l'époque, c'était vraiment des bandits de grand chemin. Ah d'accord. Oui, j'ai peut-être eu la baraka. Et ce problème des intouchables, est-ce qu'il se règle un peu en Inde ou non, pas? Il se règle pas, malheureusement. Il ne se règle pas. Et souvent, d'ailleurs, les intouchables deviennent soit musulmans, soit chrétiens. Pour échapper à ces pesanteurs donc, oui, ils cherchent un système où tout le monde est égal devant Dieu. Donc, comme aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans, dans l'islam, toute créature humaine est égale devant Dieu. Tout à fait. Ils se convertissent évidemment. Alors, c'est aussi donc il y a malheureusement en Inde un hindouisme très inégalitaire et militant. Ah d'accord. Et c'est cet hindouisme-là qui fait des persécutions en Inde, aussi bien contre les chrétiens qui sont trucidés. Mais également, de temps en temps, vous avez des musulmans qui sont massacrés. Oui, bien et sûr, il faut dire quand même une chose, c'est que c'est souvent la condition des musulmans est assez dure en Inde. En Inde, c'est très violent, donc vous avez des massacres. Mais vous avez c'est dommage, on peut espérer que les violences vous avez aussi un nombre de oui, parce que vous avez notamment des femmes. Souvent, les femmes sont pacificatrices. Qui ne rentrent pas là-dedans. C'est vrai, à travers les 4 coins du monde, d'ailleurs. Qui essaient à travers la médecine, à travers le planning familial, parce que moins il y a d'enfants, moins il y a de la violence, à travers justement le travail sur les ressources alimentaires. Quand vous avez à manger, vous battez moins avec les voisins, vous prenez moins des boucs émissaires, si vous voulez. Et puis, vous avez aussi nombre d'intellectuels indiens qui disent « bon, ça va, on arrête ». Et pourtant, l'Inde a donné Gandhi, et vous lui consacrez un livre, oui. Gandhi, La liberté en marche, publié en 2016. Alors, précisément parce que… C'est un hommage à son parcours, à ses idées. Voilà, moi je suis intéressée, vous l'avez compris, par tous ceux qui s'engagent pour les dialogues, les valeurs humaines et la paix. Les partages. Et on comprend les partages, et on comprend dans leur parcours. De la même façon que le héros Jambo de la forêt des 29, la forêt des 29. A fait la synthèse entre l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme. Lui, Gandhi, il était sur la côte ouest de l'Inde. Et là, il y avait énormément de marchands musulmans.
tout à fait. Il était hindouiste. Oui. Hein, c'est pas très loin de l'Arabie. Voilà. Hein. Et Lui-même a côtoyé les musulmans en Afrique du Sud. C'est sa mère qui lui a fait connaître le Coran. Ah, d'accord. Et il a connu aussi les mouvements des Jaïns qui étaient très proches des éco-citoyens dont je vous avais parlé tout à l'heure. Des très très anciens mouvements qui sont proches même des bouddhistes. Et quand il est allé en Afrique du Sud, et en Angleterre, les chrétiens, il a voulu faire une synthèse humaniste. Et il a bien réussi quand même. Hein. Oui. Son pacifisme a permis la libération de l'Inde. Et aujourd'hui, c'est toujours une référence pour tous les gens qui se battent. Alors, ce qui est tragique, c'est une référence pour les Occidentaux, pour tous les pacifistes ou tous ceux qui se battent pour, comment vous dire, arrêter les massacres. Pour moins de violence, en tout cas. Mais malheureusement, en Inde, les jeunes ne connaissent pas. Et l'Inde est rentrée quand même avec la jeune génération dans ce qu'on appelle Shining India, c'est-à-dire l'Inde de l'argent, l'Inde de la réussite sociale. Gandhi ne connaissent pas. Gandhi n'est pas connu en Inde. Quand Obama est allé faire son voyage en Inde, parce que Obama, le secret d'Obama, c'est qu'il est un fervent admirateur de Gandhi. Il a une photo de Gandhi depuis toujours dans son bureau. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'à Chicago, il essayait de faire la paix en tant que travailleur social entre toutes les communautés. Aussi à Chicago, bien sûr, c'est toujours violent, bien Donc, sûr. il a voulu, en Inde, aller sur les lieux de Gandhi. Et vous savez que les officiels indiens, ils ont fait... Ils ont mal vu ça? Ça a été moyen, oui. Ça a été moyen, parce que il y a des reproches qui sont faits à Gandhi, justement, d'avoir, au moment de la partition du Pakistan et de l'Inde, avoir dit à un moment, écoutez, accordons. Il s'était battu pour les droits des musulmans en Inde, Gandhi. Et il y a de telles passions violentes encore à vif, et elles sont d'autant plus à vif, si vous voulez, qu'à cause de ce qui se passe en Afghanistan, de tous les problèmes d'Al-Qaïda, etc., d'une façon très injuste, Gandhi est devenu presque sulfureux. C'est vraiment injuste, effectivement. C'est très injuste. Hein. Donc moi, j'ai fait ça pour les jeunes... vont revenir. J'ai fait ça pour les jeunes générations, de la même façon que j'ai fait pour les jeunes générations un livre sur la pensée bouddhiste de la sœur du Dalai Lama, qui m'a initiée à la pensée bouddhiste, mais de tous les jours, de la femme de tous les jours, qui sont des principes tout proches. Donc, je crois que... C'est des principes de méditation Non, moi, comme vous l'avez compris, je suis une passionnée, donc la méditation, c'est pas pour moi. Quoique, un peu tous les jours... L'un n'empêche pas l'autre, en principe. Non, moi, je fais pas la méditation le matin. J'essaie par moment de dire, allez, on s'offre un petit moment de lenteur. On pense à une chose agréable et tu essaies de t'endormir un peu. Je m'allonge un quart d'heure et d'échapper à la rapidité du monde, etc. Ne serait-ce que pour ma santé. Mais... je crois que déjà, quand on a fait la paix avec les petits éléments bouillonnants de soi-même, on est prêt à faire la paix avec les autres. Et la paix avec les autres, déjà mieux. Donc, on sait mieux. Et je trouve qu'on trouve spontanément les éléments d'écoute, de dialogue, de curiosité. Et à partir de ce moment-là, on est mieux aussi dans son corps, parce que tout ça fait du bien à la santé. Bien sûr. Vous avez écrit aussi, Irène Frein, un livre sur Julien Gracq, l'immense écrivain français. Et Julien Gracq et la Bretagne. Il est sorti en 2000. Et vous pouvez le trouver sur mon site en téléchargement gratuit. C'est très bien. Il fait 35 pages. Donc, allez dans la je rappelle aux téléspectateurs que vous avez un site. Et donc, ce livre est en téléchargement, comment on dit, gratuit. Sur la rubrique, je crois, multimédia. Et c'est quoi ce livre alors? Alors, j'ai rencontré Julien Gracq via un ami qui m'avait dit, mais moi je le connais, je lui ai dit, il ne voudra jamais me recevoir, mais si, je le rencontre. On a parlé longuement, on a justement parlé beaucoup de la tolérance. C'était lui qui parlait surtout, moi j'étais une petite fille qui l'écoutait. Il était très gentil, comme il savait que j'aimais le chocolat, il m'a offert du chocolat à la fin. Gentil, il était adorable. Et puis, c'est un autre ami qui m'a dit, écrit sur son rapport à la Bretagne. Et comme je connaissais bien l'œuvre de Julien Gracq, j'ai écrit ces 35 pages. Et je suis un tout petit éditeur. Et comme l'éditeur a fait faillite, je me suis dit, je préfère que tout le monde puisse en profiter. Ce livre pour que tout le monde le lise. Et ce rapport de Julien Gracq à la Bretagne, c'est quoi? C'est une proximité? C'est un amour? C'est une passion? Alors, il était né près d'Angers. Et pour lui, c'était
l'endroit le plus poétique de la terre, et il avait parfaitement compris que la culture bretonne est une culture de la poésie et de la musique. Et si vous voulez, c'est la Bretagne qui a inventé les chevaliers de la table ronde, la fée Morgane, oui, etc. Oui. Et dans tous ces textes, par exemple au château d'Argol ou même au rivage des Syrtes de façon plus souterraine, mais aussi dans Lettrine, on sent courir cette passion pour ce pays granitique qui a des ondes, quoi, ces forêts, ces rivières. Nous sommes des gens... C'est un pays qui a une âme aussi. Et oui, et puis on la doit beaucoup à la mer parce que l'océan est sauvage. Quand vous êtes confronté aux éléments, vous êtes... on est un peu on est à la fois mélancolique et joyeux. Nous, les Bretons, on connaît le tragique de l'existence. Il faut qu'on se batte d'ailleurs contre ça. C'est notre principal ennemi parce que par moments, quand on commence trop à penser à la mort, ça nous entraîne vers le bas. Une espèce de mélancolie qui est assez présente, c'est ça? Très destructrice. Moi, j'ai appris à faire avec. Mais en même temps, on est des lutteurs, des pugnaces. Et d'ailleurs, les Français nous utilisaient bien pendant les guerres et nous mettaient, nous hommes, en première ligne parce qu'ils savaient qu'ils supportaient tout, quoi. Ils en étaient capables. Et puis, il y a ce regain pour la langue, et pas seulement la culture, pour la langue bretonne chez les plus jeunes. Chez les plus jeunes, alors il y a une école qui s'appelle Diwan, oui. Qui est une école où on peut passer son bac en breton et dans les deux langues. Enfin, c'est une école bilingue. Et puis la chanson bretonne. La chanson est toujours présente. Totalement. La musique, c'est ce qu'il y a de plus en effervescence en Bretagne, et notamment avec celui qui a montré la voix, qui est Alan Stivell, qui a fait des duos avec. Il a fait un duo avec Idir aussi. Voilà. Avec Idir, le chanteur. Voilà. Et Alan, que je connais bien, justement, il représente tout à fait en termes de musique. Moi, ce que j'essaie de faire en termes de littérature, c'est-à-dire le dialogue des cultures, aller vers l'autre, essayer de le comprendre et transmettre dans la culture d'origine le message de l'autre. Et il y avait à un moment donné un festival des musiques celtiques ça s'organisait aussi à Paris, mais ces dernières années, je crois qu'il n'est plus organisé. Voilà, il y a un manque de sous, mais vous pouvez toujours aller en tout cas, à Lorient, au festival interceltique est d'une vitalité extraordinaire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des relations entre, on va dire, les pays celtiques? Parce que ce festival, justement, a invité des gens de Galaxie, d'Écosse, d'Irlande. Voilà, les relations sont très fortes, justement grâce au Festival de Lorient. Je suis très fière que ce soit ma ville natale. Et on a tous des amis en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, en Galicie, qui est une province espagnole. Et puis aussi, on entretient des rapports avec des tas de groupes musicaux qui font la cornemuse, mais dans le monde entier. Donc, il y en a en Australie, il y en a à cause des Anglais. Il y a aussi le Kabylie. Hein. Voilà. Et on entretient des rapports. Et s'il y a des gens de Kabylie qui nous écoutent et qui ont des groupes musicaux, je suis sûre qu'ils trouveront certains l'ont déjà fait, se sont produits à Lorient. Il y a même un groupe qui chante en breton et en kabyle. Voilà, alors nous, on demande que ça. Hein. Ils sont toujours très bien accueillis. Et la particularité donc, de cette relation, est-ce que c'est seulement un échange de musique ou bien est-ce qu'il y a d'autres revendications? Derrière la musique, d'abord la musique c'est un langage qui fait passer les émotions de façon immédiate. Donc les hommes se retrouvent dans la musique, même s'ils sont de cultures différentes. Hein, si on pense par exemple au livre de Vercors, Le silence de la mer. Donc, comment vous dire, c'est une demande là aussi de paix, d'amour, d'émotion et de créativité. Écoutez, c'est sûr, ça va mal, mais avec la musique, ça va mieux et on a envie d'avancer. Moi, le matin, souvent, j'écoute de la musique pour me donner la force d'aborder la nouvelle journée. On ne sait pas si elle va être bonne ou mauvaise. On ne sait pas si on sera vivant le soir. Bien sûr, aussi. Il faut se redire tous les matins qu'on ne sera peut-être pas vivant le soir. Peut-être que chaque jour est un miracle, au fait. Moi, je le prends comme ça. Et la musique nous permet d'aborder la journée en fraternité. Tout à fait. On arrive à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot. Écoutez, moi, je voudrais surtout dire, puisque vous êtes...
que je suis très touchée par les valeurs d'amour qu'il y a dans l'islam et je voudrais vous dire ma confiance envers tous les musulmans. Ma confiance, ma fraternité et oublions, on sait qu'il y a des choses et des gens qui font un peu n'importe quoi, mais la plupart des musulmans ne sont pas là-dedans et fondamentalement occidentaux, athées, croyants, je crois que majoritairement nous voulons aller vers la lumière et nous irons ensemble et personnellement ensemble vers la lumière. Ensemble vers la lumière. Très beau mot de fin. Voilà. Merci madame. Mes amis, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.